Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant, mais aussi incroyablement délicat, le roman Ouris de Kamel Daoud. D'un côté, on a un triomphe littéraire absolu, couronné par le prestigieux prix Goncourt. Et de l'autre, une véritable tempête, des accusations personnelles d'une gravité extrême et un clivage géopolitique majeur. Alors, chef-d'œuvre intouchable ou violation éthique inacceptable? On va décortiquer tout ça ensemble. Voici ce qu'on va voir aujourd'hui. On abordera d'abord le phénomène littéraire en lui-même, puis on plongera au cœur de l'intrigue. Ensuite, on examinera de près les accusations d'appropriation, avant d'analyser la réception très divisée de l'œuvre. Enfin, on terminera sur une réflexion plus large, les limites de la fiction. Allez, c'est parti avec notre première section, le phénomène littéraire. Gagner le prix Goncourt en 2024, c'est pas rien. C'est littéralement la consécration suprême en France. Et ce succès s'explique en grande partie par le sujet même du livre. Kamel Daoud s'attaque de front à un tabou immense, la guerre civile algérienne des années 90, ce qu'on appelle la décennie noire. Faut s'imaginer une période d'une violence inouïe qui a fait près de 200 000 victimes et qui est pourtant souvent recouverte d'une chape de plomb mémorielle aujourd'hui. Ce livre a tout de suite été perçu comme un acte de résistance face à ce silence. Passons maintenant à la deuxième section, au cœur de l'intrigue. Alors, le titre, Ouris, qu'est-ce que ça veut dire au juste? À l'origine, ça désigne les vierges promises aux fidèles dans le paradis islamique. Mais ici, l'auteur utilise ce mot avec une ironie mordante. Dans le roman, ça devient le symbole de l'enfermement des femmes et des illusions de l'extrémisme. Et, détail crucial, c'est aussi le surnom que l'héroïne donne à l'enfant qu'elle porte. C'est vraiment une manière puissante de détourner un concept religieux pour dénoncer une souffrance bien réelle. Et justement, parlons de cette héroïne, Aube. C'est une jeune femme qui a survécu à un massacre pendant la fameuse décennie noire. Physiquement, elle porte les stigmates de cette violence, elle est muette, ses cordes vocales ayant été tranchées par des islamistes, et elle garde une énorme cicatrice au cou. Elle travaille comme coiffeuse à Oran et passe une grande partie du livre à se demander si elle doit, oui ou non, avorter de cet enfant. En fait, son corps mutilé et son long monologue intérieur, c'est une métaphore frappante de toute une nation traumatisée et réduite au silence. Kamel Daoud a lui-même résumé sa démarche de manière très claire. Lors d'une interview, il a dit que son livre n'était pas une histoire de guerre, mais, je cite, « une histoire de résurrection, comment revenir à la vie ». L'idée affichée, c'est d'utiliser la fiction pour redonner une voix à ceux qu'on a fait taire, pour affronter la mémoire collective et, idéalement, amorcer une forme de guérison. Sauf que voilà, c'est ici que les choses basculent. On aborde notre troisième section, accusation d'appropriation. On est face à un dilemme éthique majeur. D'un côté, on a la défense farouche de la liberté artistique. Le romancier a le droit de s'inspirer de la réalité pour hisser un traumatisme national à une dimension universelle, n'est-ce pas? C'est le principe même de la création. Mais de l'autre côté, une femme nommée Saada Arban a pris la parole avec des allégations dévastatrices. Elle accuse ni plus ni moins l'auteur d'avoir violé le secret médical avec la complicité de son épouse qui est psychiatre. C'est une accusation d'une gravité exceptionnelle. Et quand on regarde les détails avancés par Saada Arban à la télévision algérienne, il faut avouer que c'est troublant. Elle pointe des similitudes ultra précises entre sa propre vie et le personnage d'Aube. Les mêmes tatouages, comme un bracelet sur le tibia, et des ailes d'ange dans le cou. La même blessure gravissime aux cordes vocales. Ce questionnement intime sur l'avortement. L'adoption de sa mère par une femme faisant écho au personnage de Khadija, et même le métier de coiffeuse. Bref, pour elle, ce ne sont absolument pas des coïncidences, mais bien le vol pur et simple de son histoire intime et confidentielle. Tout cela nous amène naturellement à la quatrième section, une réception hautement divisée. C'est simple, le décalage est monumental d'une rive à l'autre de la Méditerranée. En France, c'est l'adulation totale. Le prix Goncourt, des critiques unanimes, on salue un chef-d'œuvre qui défend brillamment la voix des femmes. Mais en Algérie, c'est la condamnation ferme. Le livre est censuré, l'auteur est accusé d'algérophobie, il subit une véritable fronde institutionnelle et académique, et l'affaire s'est même soldée par une condamnation à 3 ans de prison ferme pour Kamel Daoud. La fracture est absolue. Et pour bien comprendre l'ampleur de ce rejet, prenons l'exemple du monde universitaire, avec ce mémoire de master de l'université 8 mai 1945 à Guelma. Dans ce cadre institutionnel, l'ouvrage n'est pas du tout étudié comme une œuvre d'art libératrice. Pas du tout. Il est formellement analysé comme une attaque idéologique, un texte portant les stigmates de l'islamophobie et de l'algérophobie.
Ce document universitaire parle d'ailleurs, je cite, d'une esthétique du ressentiment où l'écriture devient une arme contre une identité rejetée. En clair, selon cette grille de lecture bien spécifique, le roman ne serait qu'une projection de frustration occidentale visant à caricaturer la société algérienne pour mieux la stigmatiser. On est bien loin de la consécration parisienne. On en arrive donc à notre dernière section, la 5e, les limites de la fiction. Il faut savoir que la frontière entre l'imagination d'un romancier et la vie privée des gens a déjà été testée devant la justice. En mai 2013, par exemple, la justice française a condamné l'autrice Christine Angot pour appropriation littéraire, créant un précédent très lourd. Du coup, avec la sortie de Horis en août 2024 et l'intention déclarée de Saada Arban en novembre de porter plainte devant les tribunaux, on se retrouve face à un affrontement éthique et judiciaire dont les répercussions pourraient secouer tout le monde de l'édition. Et c'est ce qui nous laisse avec cette question fondamentale. Un vrai cas de conscience. La littérature a-t-elle le droit inconditionnel de s'emparer de traumatismes bien réels pour les modeler en fiction universelle? Ou bien le geste artistique doit-il toujours finir par s'incliner face au respect de la vie privée et de la dignité des victimes? C'est un dilemme immense et le débat continuera de résonner, à n'en pas douter, bien après avoir tourné la dernière page.